Bonjour tout le monde, dans ce slide, on peut parler sur le tassement, compressibilité et consolidation. Donc, autre raison du tassement de fondation, on a réduction du volume du sol dû aux périodes de sécheresse, réalisation d'une fouille à proximité de la maison, la présence des racines sur les fondations, le sol hétérogène le sol hétérogène ou les sommets de fondation ancrés sur deux sols différents, la fouille de sol de fondation due à la rupture de réseau enterré, la surcharge de rempli en limite d'une construction, moment au déplacement des sols. Lorsqu'on a la construction d'un rempli de route ou la construction d'un bâtiment, on a un déplacement vertical pour les routes, déplacement vertical, donc tassement. Lorsqu'on fait une excavation pour la construction d'un meuble, on a un déplacement. Le tassement est très important de tous les projets en enfoncement vertical. Donc une déformation uniforme, donc pas de danger. Tassement non uniforme modifie l'état des contraintes, ce qui fait un dommage. Donc, prévision des tassements repose sur évaluation des caractéristiques de compressibilité des couches, connaissance de répartition des augmentations des contraintes. Détermination des caractéristiques de compressibilité au laboratoire essai odométrique et essai très axial. Les essais in-situ perméamètre au pénétromètre ou par des relations empiriques tenant compte des caractéristiques physiques. On a des tassements des sols grognis et des tassements des sols fins. Pour les tassements des sols grognis, entre les grains, ce qui est évacué instantanément, mais tassement le sol c'est qui est médié ou saturé, donc la déformation due à la diminution des indices de vide et la déformation des grains qui constituent le squelette des sols grognis. C'est ce qui déforme en se fondant paiement ou de paillettes, etc. Donc, pour les tassements des sols fins, ce sont des sols fins saturés. On a des variations de volume. Sol saturé, donc pas d'évacuation d'eau, donc il fait perméabilité. On a la variation de pression interstitielle diminue, ce qui fait une augmentation des contraintes. Les charges reportées sur le solide, donc des formations, ce qui nous donne un tassement. L'écoulement s'arrête lorsque la pression interstitielle, la variation de la pression interstitielle est devenue nulle. L'ensemble de ce phénomène est appelé tassement primaire ou consolidation. Composants des tassements. Pour les sols argileux, le tassement total est égal. Tassement immédiat plus tassement de consolidation plus tassement secondaire des feuillages. Pour les sables, le tassement total est égal le tassement immédiat plus le tassement élastique et le tassement de consolidation. Lorsqu'on fait une construction d'une ramblie routière, on a une variation, une déformation verticale, donc une diminution de la pression interstitielle, donc l'eau se charge va diminuer, donc ce qui dit à la pression interstitielle variée est devenue nulle pour certains sols. Donc on peut le schématiser par un modèle analogique qui le sol est chargé par l'intermédiaire d'une plaque percée d'un orifice de fibre diamètre mini d'un robinet. Le comportement mécanique du squelette solide du sol est schématisé par un ressort
La phase liquide est représentée par de l'eau. Le faible perméabilité des sols est stimulé en restreignant la section de l'orifice permettant à l'eau de s'échapper à travers de la plaque de chargement. Donc à un instant T, le robinet est fermé. La charge appliquée à la plaque est transmise intégralement à l'eau. Le ressort n'est pas sollicité. Après l'ouverture du robinet, l'eau s'échappe lentement au cours du temps. La charge étant représentée par le ressort. Enfin, la consolidation. La surpression dans l'eau est dissipée, l'écoulement s'arrête et le charge entièrement transféré sur le ressort. L'eau s'infiltre, donc plus d'eau. La charge est portée par le ressort devenu solide. Donc on a une consolidation primaire. Donc toute l'eau s'infiltre entre les grains du squelette du sol ou du squelette du ressort. Donc on a une consolidation primaire et consolidation secondaire. Consolidation primaire, pression incertitude dans le massif, donc c'est égal, c'est-à-dire la pression hydrostatique, la pression incertitude induite par le chargement est égale et nulle. Pour la consolidation secondaire, on a réaménagement des grains de squelette dans les couches viscoélastiques d'eau absorbée. Fliage de ressort sur une charge constante. Donc, tassement dit à la consolidation secondaire faible. Donc, pour la consolidation primaire, le sol continue à tasser après la consolidation secondaire. Donc, consolidation primaire est égale au temps tassement final au-delà et encaissé par le ressort. Donc, on a deux phases. Donc, la courbe d'indice de vide en fonction du temps pour les sites hydrométriques. À partir de branche rectiligne se coupe au point A. Donc on a deux phases. La phase où il y a la consolidation primaire et la phase où il y a la consolidation secondaire. Donc arrangement de la structure des sols, déformation des couches absorbées, écoulement visqueux sont assez difficiles. La compressibilité. Le phénomène de diminution de volume dépend des contraintes des surcharges à différentes profondeurs. Pour les sites hydrométriques, sont placés dans une enveloppe rigide, poids sur le plateau, mesure tassement après chaque chargement, donc les contraintes en fonction des déformations. Donc les sites hydrométriques, c'est fixé sur une épreuve de matière placée dans une enceinte cylindrique rigide. L'odomètre c'est un dispositif appliqué sur cette épreuve à une forme axiale verticale. L'épreuve sont drainées de haut en bas et maintenue satire pendant l'essai. La charge est appliquée par palier maintenu constant, incisivement croissant et décroissant suivant un programme défini. Les variations de hauteur de l'épreuve sont mesurées pendant l'essai en fonction de la durée d'application de la charge. Donc, l'essai odométrique reproduit les conditions de déformation des sols dans le cas d'un massif à surface horizontale chargé par une pression uniforme et où le sol ne peut se déplacer que verticalement. Le principe de l'odomètre a été inventé au début du XIXe siècle et l'appareil fait partie de l'équipement de tous les laboratoires de mécanique des sols. Donc, l'odomètre utilisé pour réaliser les cytocompressions de la déformation horizontale, il comporte deux parties. Une cellule contenant l'éprouvette,
avec un système de mise en charge. On met les charges sous forme de poids, poids 1, poids 2, poids 3 sont les charges qu'on peut. Dans cette machine, on a 3 appareils odométriques. Ici, on a la cellule contient l'éprouvette du cellules avec une éprouvette gradée qui est échappée de l'eau et conduite de l'eau vers notre échantillon. Donc, lorsqu'on évacue de l'eau, ça s'infiltre entre les deux pierres poreuses où se trouve l'échantillon éprouvette, donc cylindrique, notre échantillon. Donc cet échantillon, lorsqu'on absorbe de l'eau, il peut deux choses, seulement un tassement ou un gonflement, ce qui conduit à une variation de volume. Lorsque le volume est varié, donc les deux comparateurs vont s'échanger. Et donc s'échanger, donc et mesurer notre tassement. L'essai de compresser partie fournit des informations à la fois sur la compressibilité du sol et sur sa vitesse de consolidation. Donc la même chose, c'est l'appareil odométrique, donc là c'est où on met notre échantillon et le système de mise en charge, où on met les charges. Après l'essai, on fait un corps en fonction d'indice de vide et de contrainte vectorielle effective en kilopascal. Donc on a 4 phases. La première phase, c'est la première de chargement. Puis, lorsqu'on enlève les charges, on a des chargements partiels. Une deuxième chargement, on met d'autres charges, c'est-à-dire c'est la deuxième chargement. Après, des chargements total. Lorsqu'on trace cette courbe odométrique, on trace les droites pour définir le point P qui correspond au changement entre état circonsolidé et état normalement consolidé. Et son abscisse définit la pression de consolidation des sols. Coefficient de compressibilité AV. Dans l'accord indice de vide en fonction de contraintes effectives de consolidation, le coefficient de compressibilité d'état V AV est égal moins la dérivée d'indice de vide sur la dérivée de contrainte V. Donc, ce qui correspond à la variation d'indice de vide sur la variation des contraintes. Donc, O1 moins E2, indice de vide 1 moins indice de vide 2, sur la contrainte 2 moins indice de contrainte 1. Par définition, AV supérieur à 0. Coefficient de changement de volume. MV. MV est égal à la dérivée de déformation de volume sur la dérivée de contrainte. Donc la déformation de volume est égale à la variation d'indice de vide sur L initial plus indice de vide 0. Donc la déformation V est égale E
indice de vide moins indice de vide 0 sur L0 plus indice de vide 0. Donc ce qui nous donne MV, le coefficient de changement de volume, est égal moins 1 moins AV sur 1 sur L plus O0. Calcul détachement à partir du diagramme de phase. Lorsqu'on a un échantillon à une hauteur H0, donc lorsqu'il subit un tassement, donc tout l'eau s'infiltre entre les grains, ce qui nous reste seulement le vide et le squelette du grain solide, dont la longueur L et l'indice de vide au 0. Donc, la déformation élastique est égale, selon le modèle élastique, est égal delta L sur L0 pour les échantillons liés à le tassement. Donc, correspond delta H sur H0 égale S sur H0. S, c'est le tassement. Est égal la variation d'indice de vide sur 1 sur L plus O0. OL correspond à la longueur de l'échantillon de squelette des grains solides qui restent dans l'échantillon. Donc le tassement est égal la variation d'indice de vide sur L plus O0 fois H0. Le modèle odométrique est égal 1 sur MV. On définit un modèle de déformation intervalle de variation de la pression. Là, comme on ne suit pas la loi de Hooke, on définit comme en élasticité un modèle de déformation au vertical. Donc le modèle est égal moins delta contrainte sur delta H sur H. Pour la courbe indice de modèle en fonction de l'échelle, avec l'échelle logarithmique des contraintes, on détermine le logarithme contrasté avec un indice de gonflement CG, indice de compression CS. Donc, pression de consolidation, contrainte S, maximum qui sébit le soldeur en son histoire, permet la consolidation avec l'intersection des deux branches de la courbe de chargement. Donc tous les grains solides sont incompressibles. Oui, on a variation de volume, donc variation d'indice de vide. Donc le volume des grains solides est égal. Le volume total c'est 1 plus E. Donc ce qui nous donne delta H sur H égale delta E sur L plus E. Donc les contraintes effectives. La pression de consolidation dans cette échelle, au-delà l'indice de vide en fonction de l'échelle logarithmique, on a la contrainte, la pression de consolidation, la contrainte C correspond à une pointe de CC indice de compression. Lorsque la contrainte 0 supérieure à la contrainte C de la pression de consolidation, donc sensibilité du sol au tassement. Donc SCS égale moins delta E, c'est delta logarithme des contraintes. On a aussi indice de vide 1 est égal E moins CS logarithme L plus delta contrainte sur la variation de contrainte sur la contrainte. Avec E et delta E et contrainte état initiale et O1 état application de la charge avec la variation des contraintes pression d'état contrainte. Pour le modèle odométrique est égal moins delta contrainte, c'est delta HCH, ce qui nous donne variation des contraintes sur le modèle
est égal moins delta H, c'est H. Donc, c'est formel, on peut constater que lorsque la variation des contraintes est inférieure à la contrainte initiale, donc on a le modèle odimétrique est égal à 2,3 fois la contrainte plus 1 CE sur CS. Coefficient de compressibilité volumétrique M. MV est égal à delta E, variation d'indice de vue sur 1 plus E sur delta contrainte. Coefficient de compressibilité AV est égal à moins delta E sur delta contrainte. Donc la corrélation entre modèle odimétrique et modèle pressiométrique par un coefficient de structure du sol. Donc OM est égal à alpha ET. Avec alpha varié selon la nature du sol, on tombe argile, limon, sable et sel gravier avec les roches. Donc lorsque le modèle pressiométrique, cette pression limite est supérieure à 16, donc dans cet état circonsolidé très serré, lorsque dans l'état des sables. Il peut varier, donc normalement consolidé ou normalement serré, sous-consolidé altéré et remanié au lâche. Par exemple, dans l'état des sables, alpha est égal à 1 sur 2, circonsolidé très serré, alpha est égal à 1 sur 3, normalement consolidé ou normalement serré, sous-consolidé altéré et remanié 1 sur 3. Et pour le cas des roches, alpha est égal à 2 sur 3, donc lorsque les roches sont très fracturées, et 1 sur 3 lorsque les roches sont très fracturées, 2 sur 3 lorsque les roches sont très altérées avec le sous-consolidé altéré et remanié au lâche. Donc, lorsqu'on a un échantillon, on fait un prélèvement d'un échantillon dans une profondeur Z, la contrainte effective au point A est égale à la profondeur fois le poids volumique de cet échantillon dans cette zone. Pour l'ici odimétrique, la contrainte C. Lorsque la contrainte C égale la contrainte 0, donc sol normalement consolidé. Lorsque la contrainte C est supérieure à la contrainte 0, donc sol circonsolidé. Lorsque la contrainte C est inférieure à la contrainte 0, sol sous-consolidé. Lorsqu'on met toutes les surcharges supplémentaires, dans les deux cas, on a un tassement. Et lorsque la contrainte C est inférieure à la contrainte 0, dans le cas au sol sous-consolidé, donc c'est une zone inconstructible. Classification des sols vis-à-vis de la compressibilité. Pression de consolidation. On a 3 cas possibles selon la valeur de contrainte 0 avant son extraction. Sol surconsolidé avec la contrainte 0 au cours de son histoire, une pression supérieure à l'actuelle pression. Lorsqu'on a érosion de certaines couches de sol ayant subi le poids des glaciers disparaît.
Pour un sol non consolidé, toute surcharge supplémente un tassement proportionnel à l'indice de compression. Sol normalement consolidé, c'est-à-dire contrainte C égale contrainte 0. Donc le sol attaché sous son propre poids n'a jamais subi d'autres pressions supérieures à celle d'axial. Le sol se consolide. Encore donc considéré sur leur poids propre, donc rempli mal ou non compacté ou bien d'une vase. Le sol peut être classé selon l'indice de compressibilité. Lorsqu'il est inférieur à 0,02, il est nul. Et lorsqu'il entre 0,1 et 0,2 moyen compressible, lorsque le 0,2 à 0,3 assez fort compressible, lorsqu'il est supérieur à 4 extrêmement compressible. On peut faire calcul rapide de compression, de l'indice de compression, sur le site formule là. CS égale 0,009 fois la teneur en eau de la limite de liquidité, ou la teneur en eau de liquidité, moins 10. On peut, à partir de cette formule, on peut faire un calcul de l'indice de compressibilité. La limite de liquidité, voire la limite, les limites d'Atterberg, etc. Pour le tassement, en mécanique des sols, tassement déformation verticale, tassement pour les sols non consolidés et sols surconsolidés. Inconsolidé pour les sols sous-consolidés. Tassement peut s'écrire delta H, comme on a vu, delta H sur H. Regardez la variation d'indice de vie sur L plus E, ce qui nous donne delta H est égal H fois l'indice de compression sur L plus E fois delta log contrainte. Donc, delta étant faible, donc à 1 L plus E est égal à 1 plus E0, donc constante. Donc, delta H est égal H fois l'indice de compression sur L plus l'indice de vide fois log contrainte finale sur contrainte initiale. Pour un sol normalement consolidé, calcul des tassements se fait en utilisant la formule précédente. Donc delta H est égal à H fois l'indice de compression sur L plus l'indice de vide fois log la contrainte finale sur la contrainte initiale. Lorsque contrainte I égale à contrainte C, donc delta H est égal H fois l'indice de compression sur L plus O0 fois log contrainte F sur contrainte C. Pour un sol circonsolidé, donc on a deux possibilités. La première possibilité, lorsque la contrainte est inférieure à contrainte C, et on a une autre possibilité lorsque la contrainte I est supérieure à contrainte C. Pour la première, on a delta H est égal H fois C1 sur L plus indice de vide fois log contrainte C sur contrainte I plus H sur CC plus indice de vide fois log delta H la contrainte F sur contrainte C. Pour la deuxième, donc pour la deuxième, c'est delta H est égal H fois CC plus indice de vide fois log à contrainte F sur contrainte I. La consolidation. La consolidation, on a deux consolidations qu'on a vues dans la COP précédente. On a la consolidation primaire, la consolidation secondaire. Donc, pour durer des années, dans des couches compressibles, épaisses et la perméabilité faible. Tassement n'est pas possible dans un matériau saturé que c'est évacuation d'eau.
Donc l'étude à l'odomètre de l'évolution des tassements se charge constant en fonction du temps. La théorie de la consolidation primaire est une dimension. Tassement augmente en fonction du temps. Degré de consolidation, le degré de consolidation en fonction du temps. Donc le tassement, le degré de consolidation est égal le tassement dans un instant t sur le tassement total fois 100. Tarzaki et Frolin. Consolidation. Il a fait une solution mathématique, couche d'argile compressée d'épaisseur de H, comprise entre deux couches de matériaux poreux, sélection nécessite des hypothèses. Donc, la première, les hypothèses qu'il y a dans les Tarzaki, c'est que la couche compressible homogène s'atterrit entre deux couches drainées de deux côtés. Loi de Darcy implicable. Donc, la perméabilité est constante, milieu infini dans le sens horizontal. Surcharge uniforme, donc le milieu infini dans le sens horizontal, donc la surcharge uniforme est instantanée. L'équation différentielle pour le calcul de la variation la pression insertion à un moment, delta E sur delta T, est égale à la perméabilité plus L fois L plus indice de vide sur le poids volumique fois AV est égal fois la dérivée de la pression insertielle sur la dérivée de la profondeur. Donc on pose que CV est égal la perméabilité fois L plus indice de vide sur le poids volumique fois AV. Coefficient de consolidation. La quantité d'eau expulsée. Diminution par tassement du volume parallélépédique. Donc delta, la variation de la dérivée de la pression incertifiée au le degré de consolidation sur la dérivée de temps est égal à CV fois la dérivée de la pression incertifiée sur la dérivée de profondeur. Avec CV est égal à la perméabilité fois le modèle volumétrique sur le poids volumique. On a aussi le modèle volumétrique est égal à 1 plus indice de vide sur AV. Résolution. Coefficient sans dimension, TV, facteur avec facteur de temps. Donc TV est égal à CV sur H2 fois 2, avec H c'est l'épaisseur de l'échantillon commis dans la boîte de Cassagrande pour l'essai odométrique. Donc, pour le degré de consolidation, en fonction de temps, indépendant de l'épaisseur de la couche analysée et la perméabilité et le modèle odométrique uniquement pour tous les sols. La relation donnée dans le tableau suivant en fonction donc le temps donné avec le degré de consolidation qui correspond au rapport de tassement à un instant T sur le tassement total en pourcentage. Donc à un temps donné TV, par exemple 0,02 est égal pour un indice de compression égal 0,160. Les formules approchées.
D'après Branch, est égal, le degré de considération est égal la racine de 16, TV3, c'est TV à la position 3 plus 0,5. D'après Terzaghi, le degré de considération est égal à 1,128 racine TV, le temps TV. Avec le temps entre 0 et 0,2 et le degré de considération est égal à 50%. TV est égal à P sur 4 fois I2. Donc, pour les types de sol, on constate que CV pour la kaolinite, qui est un type d'argile, 2 fois 10 à la puissance moins 3 à 4 fois 10 à la puissance moins 4, 3. Pour l'élite, c'est la même chose, c'est un autre type d'argile, 1,10 à la puissance 3 à 2 fois 10 à la puissance moins 3. Montmorillonite, 2 fois 10 à la puissance moins 3 à 1,10 à 1 fois 10 à la puissance moins 3. Pour les argiles sableuses, 10 à la puissance moins 3. Tous ces types de sol, ce sont des argiles. Calcul de CV, coefficient de consolidation verticale. On a deux types de calcul. La méthode de Casagrande et la méthode de Taylor. Pour la méthode de Casagrande, lorsque on fait le graphe de tassement en fonction du logarithme de temps, donc on trace une droite qui asymptote dans les graphes, l'intersection entre les deux droites, ce qui nous donne un T 100, une valeur, ce qui correspond à la calcul de CV. Pour la méthode de Taylor, la même chose, on a une graphe de tassement en fonction du logarithme de temps. Donc on trace exclusivement la droite T1, puis la droite T2, passant par un point où il y a l'intersection avec le coordonnée de tassement, avec une pente de 1,15 plus faible. L'intersection des deux droites avec la courbe de tassement fournit un temps, ce qui correspond à la racine de T90, ce qui nous donne notre valeur CV. Avec ce temps, on peut ensuite calculer le coefficient de consolidation CV par la formule. CV est égal à 0,197 sur H à la puissance 2 sur T5, avec H2 correspond à l'épaisseur de l'échantillon, HCR2 de l'épaisseur qu'on met sur l'appareil de Casagrande dans la cellule odométrique. Donc l'indice du vide diminue avec le temps, ce qui amené Taylor hébergement à définir du corps odométrique à 1,10 à 10 000 jours. Donc effet de temps sur la relation contrainte indice du vide en compression unidimensionnelle. Dans cette courbe indice de vide en fonction de contrainte effective de consolidation, on a l'indice de vide élevé et les contraintes effectives sont élevées. Ce qui nous donne, par exemple, pour les siltes, l'indice de vide est faible et les contraintes effectives de consolidation est très important. Donc la courbe, dans le cas du silt et sable, sont presque serrées. Dans certains échantillons,
on a l'indice de vide est très très faible, avec les contraintes effectives de considération sont très élevées, ce qui nous donne encore presque serré. Donc, une contrainte P plus élevée. Dans certains autres argiles sensibles, on a les contraintes effectives de consolidation sont très élevées, donc l'indice de vide encore est très élevé, ce qui nous donne des corps odométriques très raides, donc avant casser avec l'indice de vide très intense. Donc une indication très raide avant cassure. Intact et Roumanie. Dans d'autres échantillons, consolidation d'une argile, par exemple, d'une argile mexicain, on a les contraintes effectives de consolidation pour les argiles est très élevé, avec d'indice du vide est très élevé, donc intact, cassure très raide, avant cassure, après cassure, l'argile est sensible. Indice de vide très élevé, peut arriver à 90%. Consolidation d'une argile gonflant américain. Dans ce type d'argile, on a les contraintes effectives de consolidation très élevées, avec l'indice de vide est faible, donc la pression de gonflement presque nulle, avec un moyage dans la courbe, donc c'est de gonflement à volume constant. Consolidation d'un silt. Donc consolidation d'un silt, on a l'indice de vide est très élevé, et la contrainte effective de consolidation est encore élevée. Donc, on a un manque de cassure, donc difficile de déterminer la contrainte P originale de cette silt. Consolidation d'un tore. Indice de vide très élevé, donc concave vers le haut, la courbe est concave vers le haut, donc difficile de déterminer la contrainte P. Et merci pour voir avec moi cette vidéo. Merci tout le monde et bonne journée. Merci beaucoup.